Bonjour, merci de nous choisir chez vous pour votre émission hebdomadaire Le Monde en 7 sur New World TV, la télévision qui vous transforme. Vous êtes précisément sur New World Info. Nous recevons pour le moment l'homme politique Kohan Binafam. Il est des forces démocratiques pour la République. Nous avons également Corneille Kwasi. Il est coach en développement personnel et analyste politique. Nous serons rejoints sans doute par lui, Magloire Kemayo. Nous allons parler de l'Afghanistan, les talibans de retour aux affaires. La Zambie, l'alternance, un cas d'école, la République centrafricaine, financement des groupes armés, le groupe Kassel pris la main dans le sac, et puis la Côte d'Ivoire, Gbagbo, dans l'impossibilité de créer un parti politique selon la loi. C'est un point d'interrogation. Chers invités, bonjour. Vous allez bien, Kohan Binafam? Oui, je vais très bien. Merci pour l'invitation. Corneille Kwasi, ça fait plaisir de vous revoir. Bonjour, Monsieur Tagba. Oui. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. Allez, on commence par l'Afghanistan, qui est retombé aux mains des talibans après l'effondrement des forces gouvernementales en août 2021. Le président en fuite, Ashraf Ghani, a reconnu la victoire au terme d'une guerre de plus de 20 ans. Une guerre en partie animée, Corneille Kwasi, par les Américains. Tout à fait. Ça fait 20 ans que les talibans n'étaient plus au pouvoir et ils reviennent subitement à Kaboul. Il y a une grosse interrogation de la part de la communauté internationale. Mais les talibans revenus à Kaboul, ça prouve que l'hégémonie américaine a pris du plomb dans l'aile. Parce que ces talibans ont été combattus d'abord par le commandant Massoud, Ahmed Massoud. Il s'en est suivi la mort de Massoud. Mais après cela, les Américains n'ont pas pu gérer la situation comme il se doit. Et voici que 20 ans après, Kaboul tombe dans le giron des talibans. Qu'est-ce qu'ils vont nous servir durant leur passage encore à Kaboul? Et il n'y avait pas eu presque pas de résistance à un Kohan Binafam. Il a dit, avec tout ce qui s'était passé, on a vu les Américains au front toutes ces années, et les Américains avaient annoncé leur départ, et puis subitement les talibans qui parcourent tout le pays et qui prennent Kaboul comme du beurre. Oui, bon, vous savez, c'est ça le drame. Les Américains sont allés officiellement pour traquer Ben Laden, qui, semble-t-il, était hébergé par les talibans. Donc, je crois qu'après la capture de Bin Laden, l'Afghanistan n'était pas une priorité pour eux. Et Donald Trump a décidé que les troupes se retirent. Joe Biden a accéléré le retrait, mais c'est un retrait mal planifié. Et on se rend compte que dès qu'ils partent, même leurs généraux reconnaissent qu'ils savaient, ils ne pensaient pas que ce qui s'est passé allait se passer parce qu'ils ont été surpris. Mais là, c'est dû à quoi? Pour moi, c'est dû au fait que, vous savez, les Américains sont allés combattre les talibans, mais le gouvernement qu'ils ont mis en place, c'est un gouvernement corrompu, qui n'a pas le soutien de la majorité de la population. Bon, les talibans, ils viennent, ils paraissent un peu plus vertueux. Ils paraissaient un peu plus vertueux. Bon, donc les talibans, la population, bon, a laissé faire. L'armée a déserté. L'armée se dit, mais on ne va pas se combattre pour un gouvernement corrompu. Donc voilà la raison. Et les talibans sont arrivés au pouvoir, mais c'est inquiétant quand même. Vu ce qu'ils ont commencé par faire, c'est inquiétant. Ouais. Voilà. Entre 1996 et 2021, on a vu ces mêmes talibans au pouvoir qui avaient imposé leur version ultra-rigoriste de la loi islamique. On peut s'attendre à quoi? Non, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de la part des talibans. Parce que déjà, toutes les villes qu'ils ont conquises avant d'arriver à Kaboul, ils ont insisté sur ces mêmes lois rigoristes. Ils ont insisté à forcer, à faire des mariages forcés. Ils ont insisté à fermer les écoles, à fermer les télévisions. Ils sont contre les Occidentaux. Donc, arrivés à Kaboul aujourd'hui, ils font la même chose. Mais peut-être qu'à un moment donné, ils seront restreints
par l'opinion internationale, ils seront restreints par l'OTAN, ils seront restreints par l'Union européenne, mais ils vont ruser avec, la communauté internationale pour pouvoir faire asseoir leur pouvoir. Sinon, ils ne pourront rien apporter de plus que les lois rigoristes, que la charia. C'est tout. Et la charia, comme il a dit, qui n'arrange pas forcément tout le peuple afghan. On a vu... Bon, en réalité, si c'est de la charia qu'on parle, l'Afghanistan ne sera pas le seul pays arabe dans lequel la charia est appliquée. Hein. L'Arabie saoudite applique la charia, c'est maintenant qu'ils évoluent petit à petit. En Arabie saoudite, les femmes ne pouvaient pas conduire, ils ne pouvaient pas travailler. C'est maintenant qu'ils évoluent. Si on s'arrête à la charia, il faut reconnaître que c'est une pratique islamique. Bon, acceptée par la majorité des populations musulmanes. Hein. Mais maintenant, c'est l'abus qu'on fait craindre. Maintenant, les informations qui viennent de l'Afghanistan, moi, j'essaie de les prendre avec pincette. Parce qu'en réalité, ces informations nous sont données par les médias occidentaux qui sont une partie en conflit en Afghanistan. Donc, je ne peux pas prendre ça pour argent comptant. Les jours à venir, on verra mieux. Parce que les États-Unis étaient une partie en conflit. La France, le Canada, même l'Angleterre. Donc aujourd'hui, c'est BBC, c'est RFI, c'est tout le monde qui nous donne c'est eux qui nous donnent les images. Oui. On n'a pas la possibilité d'avoir d'autres sources d'informations. Donc cela doit nous amener à être un peu relatif par rapport à ce que les talibans vont faire. Mais nous ne pouvons que spéculer par rapport à leur passé et craindre que le risque qui répercute les mêmes choses. Mais moi, je crois que ce qui aurait dû être fait, lorsqu'il y a un régime autocratique, s'il faut faire quelque chose, c'est d'aider dans le pays des gens qui sont contre ce régime à lutter que de vouloir faire la guerre à leur place. Oui. Parce Parce qu'il était évident que l'Amérique ne peut pas rester ad vitam en Afghanistan. Donc, dès qu'ils sont partis, voilà la catastrophe. C'est pour ça qu'ils auraient mieux fait de soutenir des Afghans qui veulent eux-mêmes lutter contre le régime là. Bon, aujourd'hui, personnellement, je suis heureux d'apprendre que le fils de Massoud est en train d'organiser la résistance dans une partie de l'Afghanistan. Parce que les droits de l'homme sont universels. Contrairement à ce que les gens disent, partout les droits de l'homme sont piétinés et il faut s'offusquer. Et il faut quelqu'un pour porter la résistance. Voilà, donc si le fils de Massoud peut porter la résistance face aux talibans pour que le peuple afghan puisse un jour décider librement de son sort, pour que les femmes soient respectées, parce qu'on ne peut pas quand même considérer les femmes comme des gens sans volonté. C'est quand même ça qui est grave. Et ce fils dont vous parlez, il aura sûrement une puissance derrière. Oh, naturellement. Naturellement, vous voyez à côté de l'Afghanistan, l'Afghanistan fait frontière avec la Russie. Et la Russie aussi souffre d'un problème d'islamisme en Tchétchénie. Bon, la Russie n'a pas intérêt à ce qu'il y ait une connexion entre les Tchétchènes et les talibans. Naturellement, je suis convaincu que la Russie va porter main à cette résistance. Mais il faut reconnaître que depuis longtemps, l'Afghanistan a toujours été un caillou dans la chaussure des grandes puissances. Hein. Et ils ont mis la Russie en déroute en 1999. Les États-Unis étaient derrière pour mettre la Russie en déroute. Aujourd'hui, ils ont mis les États-Unis aussi en déroute. Dans tout ce qui se passe en Afghanistan, il y a quand même quelque chose qu'on doit apprécier. Hein. C'est de dire que les grandes puissances, un peuple bien organisé, peut toujours venir à bout des gens qui viennent lui imposer leurs lois. Alors, parmi les images occidentales, Binafam en parlait tout à l'heure, on a vu la conférence de presse des talibans, ce qui n'est pas habituel. Peut-être Corneille Kwasi, qu'à ce niveau ou qu'à leur niveau, quelque chose est prêt à changer. Je ne crois pas que quelque chose puisse changer du côté des talibans. Parce que les gens font la politique avec une ligne qui ne se dérobe pas. Ils veulent changer ce que les Occidentaux font dans leur pays. C'est ce que M. Birafam vient de dire. Ce qui s'est passé est malheureux, il est regrettable. Mais il faut comprendre que quand un peuple est décidé, quand un peuple a le courage de prendre son destin en main, il peut prendre son destin en main. Il l'a dit tout de suite. Qui sait qui est les talibans réellement? C'est des gens qui sont dans la région du Panjshir, qui ont créé leur mouvement pour chasser les Russes, qui sont eux des Occidentaux. Ils ont eu le soutien des monarchies arabes
qui sont juste à côté, en citant l'Arabie Saoudite, ils ont assez de moyens, on leur a donné pour qu'ils puissent chasser la Russie. Mais quand la Russie part de Kaboul, il y a un désordre absolu. C'est comme ça que les Américains reviennent encore à la charge. Vous voyez? Mais quand ils reviennent à la charge, vous connaissez les Occidentaux, ils ont cette manière de faire, ils utilisent la loi de Matthieu. Matthieu 5,30. Quand ta main droite est une source de malédiction pour toi, coupe cette main et jette-la loin de toi. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais on oublie qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux acteurs en Afghanistan. Il y a la Chine qui est là, il y a l'Inde qui est là, il y a d'autres puissances encore qui jouent le jeu, parce qu'il y a des métaux rares qui se trouvent en Afghanistan. Il y a des métaux rares qui font que ces prédateurs ne peuvent pas laisser les travailler correctement. D'après mes sources, presque tous les généraux qui ont été nommés par le président Ashraf, n'est-ce pas? Ashraf Ghani. Ils ont été corrompus. On leur a donné de l'argent. Tu as vu que des villes sont tombées facilement. Trop Il faut facilement. comprendre quelque chose trop facilement. Mais là n'est pas le problème. Pourquoi est-ce que ces villes sont tombées? Parce que les Américains, en partant, ils ont confié certains régiments à l'Afghanistan. Et cet argent que l'Amérique donnait, on ne savait pas où l'argent partait. Donc, c'est des généraux, pour leur survie, ils étaient prêts à prendre quoi que ce soit pour laisser tomber le pays. C'est ce qui s'est passé. Monsieur Binafam, il se pose également la question des réfugiés politiques. La France aurait accepté d'avoir quelques réfugiés, ainsi que la Grande-Bretagne. L'Inde également. On a vu cette scène au niveau de l'aéroport de Kaboul, où les Afghans sont prêts à quitter leur pays. Oui, bon, vous savez, c'est normal. L'être humain doit toujours aller à la recherche du bonheur. Si même nous avons quitté nos villages pour venir à Lomé à la recherche du bonheur. Et surtout, lorsque vous êtes en guerre, les gens vont aller chercher là où il y a la paix. Ouais. Parce que les gens sont conscients que dans la guerre, ils ne peuvent pas se développer, ils ne peuvent pas s'épanouir. Donc c'est normal que les Afghans veuillent quitter l'Afghanistan. Mais vous savez, tout ça, c'est l'échec de la politique unilatéraliste de certaines puissances. En réalité, si c'était simplement pour chasser Bin Laden, on n'aurait pas dû perdre tellement du temps comme ça. Bon, vous savez que vous allez quitter un pays un jour, vous soutenez un régime corrompu, des généraux. Ils n'ont pas combattu. Ils ont disparu dans la nature pour laisser les talibans prendre le pays. Voilà, donc c'est les populations qui en paient le prix. En réalité, notre conscience doit nous gêner en tant qu'humains. Il faut, tous les pays qui peuvent accueillir les réfugiés afghans, il faut les accueillir. C'est pourquoi je salue l'Ouganda, qui s'engage à accueillir des réfugiés. Parce que vraiment, c'est pitoyable. C'est ce côté-là qui fait pitié, quoi. Que des peuples, à qui on impose une guerre. Parce que si vous voyez même l'Afghanistan, vous prenez Bin Laden que les Américains sont allés chercher en Afghanistan. Mais Bin Laden, il a fait toute sa carrière où? Aux États-Unis. Mais le Soudan, une année, était prêt à livrer Bin Laden aux Américains, ils n'ont pas voulu le prendre. Bon, après, c'est quand Bin Laden, il l'utilisait pour faire des problèmes, pour créer des problèmes à la Russie. Maintenant qu'il a commencé par leur créer les problèmes, bon, ils sont allés faire la guerre. Voilà qu'ils n'ont pas achevé leur guerre et le peuple afghan s'en paie les pots cassés. Mais c'est malheureux. Donc, le monde entier doit ouvrir ses frontières, les pays doivent ouvrir leurs frontières pour accueillir ce peuple en détresse. Voilà ce que moi selon les nouvelles, il n'a pas été tué aussi en Afghanistan, mais au Pakistan. Oui, c'est au Pakistan. Quelle sera cette relation entre ces talibans qui ont pris le pouvoir en Afghanistan et la communauté internationale? Corneille Kwasi. Je crois bien que si les talibans restent sur les lignes politiques, ce serait difficile pour eux de coaliser avec la communauté internationale. Parce qu'il y a des valeurs humaines qu'il ne faut pas violer. Or, les talibans violent ces valeurs humaines. Ils ne veulent pas que les gens partent à l'école des Occidentaux. Ils ne veulent pas que les femmes travaillent. Ils ne veulent pas de télé. Ils ne veulent pas de radio. Mais ils ne peuvent pas vivre. Ça, ce sont des valeurs que la communauté nationale ne peut pas accepter. Mais qui c'est qui les a mis au pouvoir? C'est la question qu'il faut se poser.
Si ce sont ces mêmes Occidentaux qui mettent ces talibans au pouvoir, parce qu'il paraît même que le président américain veut négocier avec les talibans. Vous voyez, si on doit négocier, d'ailleurs, la négociation avait déjà commencé avec Donald Trump. Mais c'est au moment où Donald Trump était en train de faire la négociation de paix avec les talibans que les talibans ont pris la peine de corrompre tous ces généraux, tous ces gouverneurs de région. Ils sont restés muets à ce qui se passait. Le président était carrément à la capitale, il ne savait pas ce qui se passait. On lui donnait des comptes rendus qui étaient biaisés. Donc, les talibans, de la position qu'ils sont, s'ils restent comme ça, ils ne pourront pas s'entendre avec la communauté internationale. Il va falloir changer certaines choses. Mais est-ce que, tels qu'on les connaît, ils vont changer? Mais s'ils ne changent pas, ils ne pourront pas rester longtemps. Parce que celui qui les a mis, il aura la pression des autres pour qu'ils partent. Donc, je sais qu'ils vont changer. S'ils ne veulent pas changer, ils vont partir. Même question à vous également. Bon, les talibans sont obligés de mettre un peu de l'eau dans leur vin, parce qu'ils ont besoin de l'argent pour fonctionner. Ouais. Sinon, ils vont vite être essoufflés et ils vont être chassés par une révolution populaire. Donc, c'est pour ça que vous avez entendu leur chef dire que non, ils ont besoin de femmes pour travailler dans la médecine, partout. Mais attendons de voir. Ce qui est sûr, bon, c'est un désastre de l'histoire quand même. Que des gens qui, bon, avec de longues barbes, ce n'est pas la barbe qui pose des problèmes, mais que des gens qui se permettent au nom de Dieu, bon, de priver les autres de leur liberté. C'est quand même grave. Je ne vois pas, moi je ne connais pas un Dieu qui serait contre la télévision. Et je ne connais pas un Dieu qui serait contre la radio, parce que c'est Dieu qui a l'intelligence aux gens. Donc, toutes ces choses-là, quand même, c'est ça qui est dégueulasse. Mais ça aussi, il faut comprendre que, bon, le mode de vie universel, là, c'est difficile à imposer partout. Et puis, est-ce que les gens veulent même la démocratie? Ce n'est pas la démocratie, les gens ont d'autres choses qu'ils vont chercher ailleurs. Sinon, en réalité, comme Corneille vient de le dire, mais tout le monde sait que les États-Unis négocient depuis avec les talibans. Mais ils viennent dire aux Maliens que non, la France dit aux Maliens qu'ils n'ont pas le droit de négocier avec les djihadistes. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Alors, voilà, donc c'est pour te dire que bon, les gens, selon que ils ont un intérêt ici, ils ont une position, selon qu'ils n'ont pas d'intérêt ici, ils ont une autre position. Mais c'est au peuple concerné de savoir ce qu'il cherche. Moi, je souhaite que le peuple afghan qui ne veut pas supporter ce régime autocratique s'organise pour s'opposer à ce régime autocratique. Parce qu'on ne peut pas accepter au nom de quel principe divin on va empêcher les gens d'être libres. Alors que Dieu même est démocrate par nature. Voilà, Dieu est démocrate par nature. On parle également de la Zambie avec l'alternance politique. Changement de président à la tête de la Zambie. La commission électorale a annoncé tôt le lundi 16 août la victoire de l'opposant historique Hakainde Hichilema à la présidentielle de jeudi. Il emporte avec près d'1 million de voix d'avance sur le président sortant Edgar Lungu qui a reconnu sa défaite. C'est un cas d'école, Binafam. Oui, bon, ce qui s'est passé en Zambie, vous savez, c'est pour blaguer un peu. Ça fait longtemps que je ne prends pas de la bière, mais ce qui s'est passé en Zambie, j'ai pris une bière pour fêter ça. Parce que, tu sais, c'est ce qui vient de se passer en Zambie, vu la dernière actualité électorale en Afrique, c'est le respect, le principe du lotus, de la bonne fleur qui pousse dans un marécage sale. En réalité, bon, beaucoup de gens sont devenus pessimistes. On dit qu'il y a le ralentissement de la démocratie partout, que l'Afrique va retourner à la dictature. Mais la Zambie vient de donner un exemple parlant, bon, qui doit nous amener en tant qu'Africains à être fiers. Mais ça aussi, il faut encore le reconnaître, que c'est les anglophones qui viennent de nous donner encore une leçon. Une leçon. Une leçon. En réalité, les élections ne valent que aussi par les gens qui incarnent les institutions électorales. Je suis sûr que ça serait dans un pays francophone que le président sortant aurait gagné l'élection. Oui, parce que, bon, c'est-à-dire que, vous savez, les anglophones, ils ont plus de valeur, d'attachement à la Constitution que nous. Voilà, donc, d'ailleurs, ce gars qui a gagné, ce n'est que justice, il n'avait été battu que de 100 000 voix avant. 100 000 voix, cela fait 6 ans exactement. Voilà, il avait été battu seulement de 100 000 voix, donc ce n'est que justice. Bon, moi qui suis un acteur politique et de l'opposition sur croix, je suis heureux de comprendre, de voir que, de conforter mes convictions qu'il n'y a pas un seul pays au monde où l'opposition ne viendra pas au pouvoir. Ça n'existe pas.
Ça va prendre du temps, mais ça existera. Je crois qu'il était candidat pour la 6e ou la 5e fois. La 6e et fois. il vient d'être couronné. Nous saluons ça parce que il faut que ça fasse tache d'huile en Afrique. Il faut que d'autres personnes qui seront appelées demain à être à la tête des institutions en charge des élections, quand même pensent aux populations, non à eux seuls. Donc, ce qui s'est passé en Zambie est à saluer et je le salue à sa juste valeur. Candidat pour la 6e fois, on se souvient dernièrement, c'était en 2005, il a été battu avec un écart de 100 000 voix, comme on l'a dit. Cela veut dire qu'il a fait un travail de fond. Selon vous, quel a été ce travail? Bon, il a sûrement regardé les faiblesses de l'autre président. Edgar Lungu. Mais ce que moi je souhaiterais, c'est que il faut encourager beaucoup le président sortant, Edgar Lungu. Il a posé un acte remarquable. Il a posé quand même un acte remarquable, un acte qui fait cas d'école en Afrique. Parce que tout le monde pense que quand on est au pouvoir, il faut garder le poste. Je sais qu'il a mesuré les conséquences s'il voulait garder le pouvoir. Il a tenu compte de l'intérêt du peuple zambien. D'ailleurs, les campagnes ont été tendues. Tendues, très tendues même d'ailleurs. Donc, il faut encourager ce monsieur. Beaucoup l'encourager. C'est un cas d'école en Afrique australe. Ça doit être un cas d'école aussi en Afrique occidentale. Parce que nous avons assez de problèmes ici. Ce n'est pas évident en Afrique occidentale qu'un président quitte le pouvoir comme ça. Ils ont toujours certaines choses à dire, mais il faut encourager le président sortant. Il a fait beaucoup de choses. Encourager les présidents d'institutions, parce que ça aussi, c'est important. S'il y a des présidents d'institutions qui sont corrompus, s'il y a des présidents d'institutions qui ont des partis pris, c'est difficile pour l'opposition de monter au pouvoir. Mais l'opposition aussi doit savoir qu'il ne faudrait pas toujours accuser ceux qui sont au pouvoir. Ça dépend. Parce qu'il faut accuser. Je dis toujours que c'est les opposants qui amènent le pouvoir en place à être autocratique. Ça dépend. Dès qu'on vient au pouvoir, on va mettre tout le monde en prison. Mais quand celui qui a le pouvoir, quand celui qui a l'armée, il écoute ça, il dira, je ne vais pas partir. Il ne peut pas partir. Peut-être que là-bas, l'opposant, cet opposant à Al-Qaïda, à Echelou, son nom est tellement compliqué. Vous m'excusez si j'ai écorché son nom. Je vais vous donner son nom. Il s'appelle Hakainde Hichilema. Hakainde Hichilema. Peut-être que c'est un opposant fair play. Peut-être que c'est un opposant qui a fait un travail à la base. Il a tenu compte de ses échecs passés pour pouvoir battre aujourd'hui ce président. Donc il faut féliciter tout le monde. Il faut féliciter le peuple zambien qui vraiment nous a donné une belle leçon de morale, une belle leçon d'élection. Parce que les Européens pensent qu'on ne peut pas faire ce que eux font. Mais on a vu qu'il y a des gens, il y a des peuples, il y a des politiques qui peuvent faire mieux que l'Occident. Homme d'affaires, embassier à maintes reprises. Son discours, on l'a entendu, il dit il n'y aura pas de règlement de compte. Les attentes des Zambiens sont on ne peut plus énormes. Nous allons travailler pour les satisfaire. Oui, bon, avant de répondre à sa question par rapport à sa profession de foi, je voudrais quand même faire quelques observations par rapport à ce que mon ami Michel vient de dire. Corneille plutôt. Oui, Corneille. Non, en réalité, si vous gouvernez bien, vous n'avez pas peur de votre successeur. Ouais, je sais que vous allez réagir sur ça. Vous n'avez pas peur de votre successeur. En réalité, c'est ce que nous demandons aux gens qui gouvernent nos pays. En réalité, il suffit, dès que vous êtes là, de renforcer les institutions pour parler comme Rawlings. Si un jour le diable même venait à venir, qu'il ne puisse pas faire ce qu'il veut faire. C'est parce que les gens, quand ils viennent au pouvoir, ils sont des jouisseurs, ils confondent le bien public à leur bien privé, qu'ils ont peur de leur successeur en réalité. En réalité, quand vous venez au pouvoir, vous faites bien votre travail, vous mettez en place des institutions fortes. Vous n'aurez plus la trouille. Oui, ça sera difficile que le nouveau président dise à la justice. Ça ne se passe que dans les pays où les institutions sont inféodées au pouvoir. Je ne vois pas aux États-Unis
comment quelqu'un dirait à la justice américaine de prendre Trump de façon irrégulière. Ouais. Je ne vois même pas au Ghana comment Nana Akufo-Addo puisse dire de prendre Johnny Dramani Mahama. Donc, tout est question de comment vous faites votre acte et vous vous couchez. Donc, en réalité, bon, c'est un faux procès qu'on fait aux opposants. Que quand les opposants disent qu'ils vont venir, ils vont enfermer. Moi, je ne connais pas un seul pays au monde où quand l'opposition est arrivée, il a pu enfermer tout le monde. D'abord, il a besoin des compétences des gens qui ont gouverné. Il va naturellement travailler avec beaucoup de gens. Le vrai problème, c'est que quand les gens sont là, ils disent qu'on ne peut pas faire omelette sans casser des œufs, mais ils cassent suffisamment d'œufs dont ils n'en ont pas besoin. Et donc, dès qu'ils perdent le pouvoir, les gens veulent leur rendre le coup. Je me réjouis que le président Hakainde Hichilema a fait un discours d'un grand homme d'État. Parce qu'en réalité, si nous voulons que nos pays aillent de l'avant, à un moment donné, il faut fermer les yeux sur les actes que les gens ont posés. Parce qu'à force de vouloir régler les comptes, se régler les comptes, l'autre reviendra pour régler les comptes au lieu de s'atteler au développement du pays. Si l'autre a échoué, c'est dû essentiellement aussi qu'il a un bilan économique très négatif. Ouais. Impacté aussi par Covid-19. Voilà, donc impacté par Covid-19. Mais c'est aussi un dictateur, il se comporte comme un dictateur. L'autre a fait plusieurs fois la prison. Ouais. À maintes reprises. Mais il faut se réjouir que, avec cette élection, ils se sont inscrits dans la longue tradition, contrairement à ce que Michel disait. L'Afrique australe, c'est cette partie du continent aussi qui nous donne beaucoup d'exemples en matière d'élection où il y a de l'alternance, le Botswana, le Lesotho, l'Afrique du Sud même, Kenya, tout ça. Donc, il faut se réjouir. Bon, c'est l'Afrique de l'Ouest aussi qui faisait l'effort, mais nous sommes en train de reculer. Mais heureusement qu'il y a encore les anglophones pour nous tirer vers l'avant. On va vous appeler Michel pour le moment pour faciliter peut-être la tâche. Non, c'est Corneille. Corneille voulait ajouter quelque chose tout à l'heure. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que M. Birafa m'a dit. Effectivement, le président sortant a peur de certaines choses. Son bilan est négatif. Ouais. S'il doit rester encore au pouvoir, ça pourrait peut-être faire des soulèvements dans le pays qui empêcheraient la Zambie d'aller de l'avant, qui empêcheraient la Zambie d'évoluer. Donc il a préféré laisser le pouvoir à son adversaire qui l'a fatigué tant. Il veut voir aussi comment il peut travailler. Peut-être qu'il a reconnu les valeurs de ce dernier. Et je sais que ce dernier a des valeurs. Oui. Aller jusqu'à 6 fois aux élections, ça veut dire qu'il tient à la chose, ça veut dire qu'il est capable de faire voir aux Zambiens de bonnes choses. Les défis énormes sont devant le nouveau président zambien. Parmi ces défis, la lutte contre Covid-19. La Zambie est aussi frappée par cette pandémie. Bon, je vais vous étonner, je vais peut-être même vous choquer. Pour moi, la lutte contre le Covid-19 ne doit être la priorité d'aucun pays africain. Pourquoi? Parce que nous avons d'autres priorités. L'autre fois, je suivais encore l'émission d'Alain Foucault, le débat africain. Oui. On parlait de l'insécurité alimentaire qui fait des millions de morts par an. Et l'Afrique a un taux de 99% de ces morts. La Zambie a des priorités, mais la priorité, c'est la faim d'abord. En Afrique, la faim tue plus que le Covid-19. Je suis désolé. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu parles comme ça, on croit que tu es fou, mais parfois, il faut des fous. Vous avez vos raisons aussi. Oui, en Afrique, le paludisme tue plus que le Covid-19. Oui. Mais pourquoi nos États ne mettent pas suffisamment d'argent pour que les produits antipaludéens, notamment pour les enfants, pourquoi on ne peut même pas rendre certains produits contre le palu gratuits? L'insécurité alimentaire, mais elle va dans certaines régions du Togo maintenant. Je ne connais pas la Côte d'Ivoire, donc je ne parlerai pas de la Côte d'Ivoire. Mais dans beaucoup de pays africains, et les autres maladies, dans nos États, les gens meurent de problèmes de dialyse. Nous n'avons pas de dialyseurs. Nous sommes dans nos pays africains, pour beaucoup, on n'a pas le plateau technique de nos centres de santé. Pourquoi? Pourquoi on va simplement se consacrer au Covid-19? Bon, pour moi, il y a beaucoup de priorités en Zambie, mais si j'étais président, ma priorité ne serait pas le Covid-19. Parce que vous allez... Si vous-même vous faites le calcul, le taux de mortalité du Covid par rapport au taux de mortalité du palu ou même du cancer, bon, je crois qu'il y a des priorités. Et l'une des priorités d'abord en Afrique, c'est donner de l'eau potable à toutes les populations. Même dans beaucoup de capitales africaines,
les gens boivent seulement l'eau de forage. Ouais. Donc, oui, des priorités, on espère qu'ils s'attaquent aux priorités, mais est-ce que c'est la Covid-19 ou bien le Covid-19 qui doit être la priorité? Je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Oui, Effectivement, énorme défi. Ouais. je suis d'avis avec M. Birafam. De quand nous dirons que nous sommes des fous, mais nous ne sommes pas des fous. La priorité des pays africains ne devrait pas être la Covid-19. Parce que quand vous prenez les statistiques que les Européens même nous donnent, il y a plus de personnes qui meurent en Afrique de palu, de certaines maladies, Ouais. mais que ces mêmes Occidentaux ne cherchent pas à régler le problème depuis des décennies. Et puis regarde une maladie, on oblige les gens à aller vers les hôpitaux. Normalement, quand quelqu'un est malade, c'est la personne qui se déplace pour aller vers les hôpitaux. On ne nous dira jamais que dans telle circonscription, dans tel quartier, ou bien dans tel village, il y a un de tes parents qui a atteint du Covid, qui est mort du Covid. Une maladie Les gens ont des parents. une maladie imaginaire que les Occidentaux nous ont imposée. Et je ne sais pas pourquoi nos chefs d'État, je ne sais pas pourquoi nos dirigeants... Vous pensez qu'il n'y a pas de Covid justement? Il n'y a pas de Covid. Je l'ai dit sur un plateau de télévision à Sika en 2020, en mars 2020, que pour moi, c'est une maladie imaginaire, c'est une maladie pour faire tomber les économies les plus faibles, c'est-à-dire que les économies africaines. Mais pourquoi nos chefs d'État sont accrochés au Covid-19? Pourquoi nos chefs d'État font leur planification de développement sur le Covid-19? Ils allouent des fonds partout. On ne sait même pas où ça quitte, mais les gens meurent de la malaria, les gens meurent du diabète, les gens meurent de la tension. Ça n'émeut personne. Aucun gouvernement en Afrique ne parle de Et donc ça. vous pensez que ce sont des défis pour le nouveau président zambien? Oui, mais il doit comprendre. S'il est venu, il va falloir qu'il fasse ce que le peuple zambien demande. Parce que je sais que ce que le peuple zambien demande, c'est ce que la quasi-totalité des Africains demandent. Mais on a à la tête de nos nations des gens qui ne font que la politique des Occidentaux, mais pas la politique de leur peuple. On a vu la Zambie, c'est un cas d'école aussi pour l'alternance politique depuis Kenneth Kanda, on a vu Frédéric Chiluba, on a vu d'autres présidents. C'est un exemple à copier, comme vous l'aviez déjà dit. Oui, en réalité, mais peut-être pour relativiser un peu les propos de mon ami Corneille. Oui, je sais. Non, vous êtes... c'est-à-dire que quand un parent, quelqu'un qui est un parent qui est décédé de Covid, en tant que la maladie n'existe pas, non, il ne sera pas content. Moi, je crois qu'elle existe, puisqu'il y a des gens qui meurent de Covid. Mais en même temps, Dieu merci, chez nous en Afrique, pour le moment, ce n'est pas ça qui doit être notre défi. Parce qu'il y a d'autres maladies qui nous tuent plus que ça. Ouais. Donc, c'est-à-dire que un bon cultivateur, lorsqu'il pleut, quand il se lève, il reste devant son vestibule, il regarde vers la direction de son champ pour voir est-ce qu'il pleut aussi dans mon champ. Donc, en réalité, nous, ce qui doit nous préoccuper, c'est comment lutter contre la faim. C'est comment lutter contre le paludisme. C'est comment lutter contre d'autres maladies comme le cancer. Par exemple, le cancer des seins, ça fait des ravages. Ouais. La plupart des femmes que moi je connais qui ont été atteintes du cancer des seins sont mortes. Aucune n'a survécu. Donc, il y a d'autres priorités. Le Covid peut être une des priorités, mais ce n'est pas la priorité. Voilà, c'est ce que les gens doivent savoir. En 30 secondes, j'allais dire plutôt sur l'alternance. Non, en fait, comme je vous avais dit, la Zambie, comme vous l'avez vous-même dit, depuis Kenneth Kaunda, a pris un bon chemin vers l'alternance. Mais il faut que nos présidents africains comprennent que l'alternance, ce n'est pas la fin en soi. Quand les peuples vous amènent au pouvoir, c'est pour faire leur bonheur. C'est pour leur permettre de manger à leur faim. C'est pour leur permettre d'avoir de l'emploi. C'est pour leur permettre de se soigner. Je crois que c'est ce que les Zambiens attendent du président Hakainde Hichilema. Et prions Dieu qu'il puisse le faire. Allez, merci. À la pause pour le journal et on revient après.